Alors bonjour à tous. Alors on va continuer donc notre cours. Alors on a vu qu'aujourd'hui les entreprises sont face à un environnement complexe qui se caractérise par une concurrence très rude, donc on l'a vu, se caractérise par des clients qui sont devenus plus puissants et cet environnement se caractérise également par d'importants changements technologiques et numériques qui fait qu'aujourd'hui on parle de révolution digitale. Alors dans ce contexte, on a vu que le marketing est devenu essentiel et incontournable pour les entreprises et il a pris une importance considérable jusqu'à devenir omniprésent. Alors effectivement, on peut se poser la question et se demander à quoi correspond ce marketing. Qu'est-ce qu'on entend par le marketing? Donc on va justement essayer de comprendre la raison d'être de ce marketing, donc en quoi consiste ce marketing, à travers la compréhension de son origine et de son évolution. Car le marketing donc, est une discipline de gestion qui est relativement récente, donc qui n'a pas toujours existé. Donc c'est un phénomène récent qui est lié à l'évolution de l'économie au début du siècle dernier. Alors, pour bien comprendre ce rôle progressif joué par le marketing, il faut déjà avoir en tête le contexte économique historique de ces 100 dernières années. C'est pour ça qu'on dit que l'avènement et le développement historique du marketing suivent les mutations économiques. Donc en fait, ce sont ces mutations économiques qui ont un peu façonné le marketing, qui ont construit ce marketing. Donc là, on distingue habituellement 3 phases principales dans l'évolution du marketing. Nous avons tout d'abord ce qu'on appelle la phase de production, qui correspond à la période d'avant-guerre, donc avant 1945. Ensuite, deuxième phase, nous avons la phase commerciale, qui correspond à ce qu'on appelle les 30 glorieuses. C'est la période qui se situe entre 1950 et 1975. Et enfin, nous avons la phase marketing qui correspond tout simplement à la naissance du marketing moderne à partir de 1975. Alors, on va voir à travers ce tableau les caractéristiques de chacune de ces phases. Alors, si on prend la première phase, donc la phase production, le contexte économique de cette période-là se caractérise par une économie productive. Donc, une économie productive, c'est quoi? C'est tout simplement l'époque, si vous voulez, industrielle, marquée par la révolution industrielle. Donc, c'est ce que j'ai noté RI sur votre tableau. Donc, RI, c'est la révolution industrielle qui a permis de développer les industries manufacturières grâce au progrès technique. Donc là, c'était le début des industries de transformation qui permettaient la fabrication de biens. Donc là, si vous voulez, la production était la fonction dominante et l'entreprise, elle produisait ce qu'elle savait produire, bien entendu. Donc, on était dans un contexte de demande supérieure à l'offre. Pourquoi, dans ce contexte-là, la demande était supérieure à l'offre? Tout simplement parce que les besoins de la population en biens courants et en biens d'équipement étaient importants en cette période et l'offre ne pouvait pas répondre à toutes les demandes parce que c'était le début de l'industrialisation et les biens n'étaient pas abondants. Il y avait peu de biens disponibles sur le marché. Donc, en fait, le marché, qu'est-ce qui se passait? Il absorbait tout ce qui lui était proposé. Donc, les produits qui étaient fabriqués étaient
vendus sur le marché sans problème. Donc, l'écoulement des produits était assuré par les entreprises. Tout ce qui était produit par les entreprises était vendu sur le marché. Donc, on dit que le marché, il absorbait tout ce qui lui était proposé. Alors, pour ce qui est de la concurrence, bien entendu, la concurrence était très faible. Donc, c'était un environnement faiblement concurrentiel. Les entreprises étaient en situation de quasi-monopole parce qu'il y avait peu d'offreurs sur le marché. Et on dit qu'il s'agit d'un marché d'offreurs. Un marché d'offreurs parce que les offreurs, les entreprises, en fait, sont en position de force. Si on prend le cas aux États-Unis, le cas du premier constructeur automobile. Alors, c'était Henry Ford qui avait donc le premier produit des automobiles. Et c'est ce premier constructeur automobile, d'accord, avait un modèle unique à proposer sur le marché. Et ce modèle unique, c'était la fameuse Ford T, qui est connue, la Ford T de couleur noire. Et forcément, lorsqu'on commandait à Ford une automobile, il fallait attendre des mois avant d'avoir sa commande. Pourquoi? Parce que la demande était importante et l'offre était limitée à un seul producteur avec un seul modèle. Donc, c'était un marché d'offreurs. Les offreurs sur le marché étaient en position de force. Donc, à partir de là, forcément, sur le plan commercial, les entreprises n'avaient pas à faire d'efforts particuliers. Donc, il y avait une absence d'efforts sur le plan commercial de la part des entreprises du moment où l'entreprise productrice dominait le client. D'accord? Vu que les produits se vendaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les produits se vendaient tout seuls, sans effort, en raison tout simplement d'un excès de demande par rapport à une offre qui était réduite. Et dans ce contexte, l'entrepreneur se dit « Je vends tout ce que je produis ». Il suffisait qu'il produise un bien pour être sûr de l'offrir sur le marché. Donc finalement, il n'avait pas à se soucier de convaincre le consommateur en mettant en place des stratégies marketing, vu que les débouchés étaient assurés. Par conséquent, l'intérêt pour le client était inexistant. Les entreprises ne tenaient pas compte des besoins des clients puisque tout se vendait sans problème. Alors, pendant à cette époque-là, l'objectif ou la préoccupation de l'entreprise était de contrôler les coûts afin de diminuer les prix de vente en lançant une production de masse, c'est-à-dire une production en très grande quantité. Donc, cette production en grande quantité allait permettre de faire diminuer les coûts grâce aux économies d'échelle et de faire diminuer les prix de vente. Donc, à cette époque-là, il faut savoir que le pouvoir d'achat des ménages était faible, donc il fallait diminuer les prix des produits en diminuant les coûts de production. Pour cela, il fallait produire en masse, il fallait produire en grande quantité pour bénéficier d'économies d'échelle. Donc, c'est pour cela que la priorité, on a dit, était donnée à l'organisation. Il fallait produire au moindre coût, c'est-à-dire qu'il fallait organiser la production de la manière la plus efficace pour produire au moindre coût. Et c'est là où il y a eu la mise en place des fameuses méthodes tayloriennes qui permettaient aux entreprises d'effectuer des gains de productivité et de produire massivement. Donc, vous l'avez déjà vu dans votre cours de management. Taylor est le fondateur de l'OST, l'Organisation scientifique du travail, et il a cherché des méthodes pour améliorer l'efficacité de la
production. Et donc, vous avez vu toutes les méthodes que Tyler a proposées, dont la production en série, l'analyse des mouvements, le chronométrage du temps d'exécution, etc. Donc, sa théorie va être mise en application par Henry Ford pour la production d'automobiles avant de se répandre dans toute l'industrie avec la production à la chaîne. Donc, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, dans cette phase production, le problème de l'entreprise n'était pas de vendre ses produits, mais plutôt de les fabriquer de la manière la plus efficace, c'est-à-dire au moindre coût. Donc, par conséquent, je répète, dans cette première phase, la priorité était donnée à l'organisation et le marketing, si vous voulez, était considéré comme secondaire par rapport à la production. Et en fait, le marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas, d'accord? En fait, il y avait une absence d'effort, on a dit, sur le plan commercial de la part des entreprises, puisqu'on a dit que les produits se vendaient d'eux-mêmes. D'accord? Alors, à partir de là, les entreprises, si vous voulez, se limitaient uniquement à distribuer les produits et à les faire connaître à travers la publicité et à les vendre. Donc, les entreprises se limitaient uniquement à rapprocher les produits des consommateurs sans plus. D'accord? Alors ensuite vient la deuxième phase qui est la phase commerciale. Alors, le contexte économique. Donc là, on a dit qu'il fallait voir un petit peu l'évolution du contexte économique. Alors, dans cette seconde phase, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est dans un contexte économique qui se caractérise par les 30 glorieuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces 30 glorieuses? Alors, les 30 glorieuses, ce sont, si vous voulez, les 30 années de prospérité, les 30 années de gloire, d'accord? Donc, qui se situent après la Deuxième Guerre mondiale, donc entre 50 et 75. C'était 30 années, d'accord, de période de prospérité et de forte croissance économique. Alors, cette forte croissance économique s'est caractérisée par un accroissement du revenu des ménages. Donc, les ménages s'enrichissent et parallèlement, qu'est-ce qui se passe? La demande va être croissante. D'accord? La demande va être croissante car après la guerre, la population donc, qui s'est enrichie va rechercher à travers donc l'achat ou la demande de produits, va rechercher le bien-être, le confort, les loisirs. Donc là, dans ce contexte, les besoins de la population sont énormes. Donc, la demande est croissante. On passe, si vous voulez, d'une société de production de masse à une société de consommation de masse. En même temps, les producteurs se sont multipliés et donc la concurrence s'est intensifiée. Donc, il y a plus de producteurs, donc forcément plus de concurrence. Et là, les réseaux de distribution se sont également multipliés pour satisfaire cette demande croissante, d'accord? C'est ce qu'on appelle la distribution de masse à travers la grande distribution, à travers les libres-services, les supermarchés, les hypermarchés, les grands magasins, les magasins populaires, etc. C'est à cette époque-là que se sont développés ces réseaux de distribution. Et là, ce qui a changé en fait dans ce contexte-là, c'est que les clients n'achetaient plus spontanément les produits. Donc forcément, des problèmes de surproduction se posaient et l'offre donc devenait supérieure à la demande. Et là, le marché va devenir cette fois-ci un marché d'acheteurs. C'est-à-dire que ce sont les acheteurs qui vont dominer les offreurs et qui vont être en position de force. Donc, ces acheteurs, si vous voulez, n'acceptaient plus aussi docilement, c'est-à-dire aussi facilement, l'intégralité des produits proposés. Et là, les entreprises ont pris conscience
qu'il ne fallait pas seulement savoir produire, mais qu'il fallait également savoir vendre. Donc, il fallait agir sur le marché. Il fallait séduire les consommateurs. Et à partir de là, il y a eu un renforcement de la vente avec une priorité donnée à l'aspect commercial. Et là, on va assister à la création au sein des entreprises des services de publicité, des services de réclame, des services de promotion. Donc tout ça, si vous voulez, pour séduire la clientèle. Et on va également assister au recrutement des représentants. C'est ce qu'on appelait à l'époque les VRP. Les VRP, ce sont les voyageurs représentants placiers. En fait, ce sont des vendeurs qui se déplacent chez les clients pour tenter de forcer le marché et de convaincre les clients d'accepter ce qui a été produit. Donc, il fallait agir sur le marché. Et dans ce contexte-là, ce qu'il faut également savoir, c'est que l'entreprise ne se souciait toujours pas vraiment de son consommateur. C'est-à-dire que son objectif, c'était la vente. Et son objectif, c'était donc de gagner des parts de marché pour devancer la concurrence. Et c'est là où justement il y a eu la naissance du marketing avec l'apparition de nouvelles techniques commerciales, de nouvelles méthodes de vente, donc pour augmenter les ventes. Il y a eu l'apparition de nouveaux outils et le marketing à cette époque-là a commencé à être enseigné dans les universités et dans les écoles de commerce. Donc, si vous voulez, c'est à partir des années 50 que le marketing va s'installer progressivement comme une fonction dans l'entreprise. D'ailleurs, le mot marketing, qui est un mot anglais, d'accord, alors, il faut savoir bien sûr que le mot marketing est un mot anglais et sa traduction en français, c'est le mot mercatique. Donc là, il faut connaître, savoir que en français, le marketing est traduit par marketing et vous pouvez d'ailleurs trouver des ouvrages intitulés mercatique. Donc au niveau de vos recherches, vous pouvez mettre mercatique, la mercatique qui correspond en fait à la traduction française de marketing. Mais bien entendu, le mot le plus fréquemment utilisé, d'accord, de manière courante, c'est le mot marketing. Donc, l'origine du mot marketing vient, donc qui est anglais, vient du verbe to market, qui signifie tout simplement mettre sur le marché ou encore commercialiser ou encore vendre. To market, ça veut dire vendre, commercialiser, mettre sur le marché. Donc, si vous voulez, le marketing, donc dans sa conception traditionnelle, est apparu aux États-Unis dans les années 50. Il a commencé d'abord à être pratiqué par de grandes firmes américaines, d'abord dans le secteur de la grande consommation, avec des firmes comme Coca-Cola à l'époque, Procter & Gamble, avec des marques comme Gillette, Tide, Pampers, Ariel, Pantene, L'Oréal, avant de s'étendre au secteur de biens durables comme l'automobile avec Ford, ou encore des biens industriels avec IBM par exemple. Et par la suite, nous allons le voir, donc disons le marketing a touché d'autres secteurs comme le secteur des services et le secteur non marchand. Donc, dans cette phase, je répète, dans cette phase commerciale qu'on appelle également la phase vente, d'accord, l'objectif principal de l'entreprise est de vendre tout ce qui est produit et de gagner le plus de parts de marché. Pour cela, il fallait agir sur le marché et c'est là, on a dit, où le marketing va intervenir avec de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes et outils de vente qui allaient permettre à l'entreprise de vendre ses produits
à ses clients d'une manière rentable. Alors maintenant, on va passer à la troisième phase qui correspond en fait à la phase qu'on appelle la phase marketing. Alors, le contexte économique, donc on a dit toujours le contexte économique se caractérisait par quoi à cette période-là? Il se caractérisait par une crise économique mondiale. On est dans les années 70, donc rappelez-vous, ce sont les années caractérisées par les deux chocs pétroliers, d'accord, et qui se sont traduits par une crise économique mondiale qui résulte de ces deux chocs pétroliers des années 70. Donc, dans ce contexte-là, dans ce contexte de crise, bien sûr, la demande ralentit, tandis que l'offre continue à se développer. Donc là, bien sûr, on est dans une situation où l'offre va devenir très importante aussi par rapport à la demande. Il en résulte, bien entendu, une concurrence accrue entre les entreprises. Et cette situation-là va impliquer un changement radical de conception de la gestion qui a en fait consisté à renverser les propositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de créer des produits qui seraient imposés aux consommateurs, les entreprises ont réfléchi différemment et se sont dit qu'il valait mieux solliciter d'abord l'avis des consommateurs pour connaître avec précision leurs besoins. Donc, on cherchait d'abord à connaître les besoins des consommateurs et en fonction de ces besoins-là, produire ensuite des biens qui allaient répondre à leurs attentes et les satisfaire. Donc, en d'autres termes, il fallait connaître la demande. Il fallait identifier cette demande, l'étudier, l'analyser afin de mieux répondre à ses attentes et bien sûr mieux la satisfaire et s'adapter donc à cette demande. Donc, savoir produire et savoir vendre ne suffisait plus. Il fallait absolument s'adapter au marché et s'adapter à une demande de plus en plus difficile. Donc, à partir de là, l'entreprise a dû développer de véritables stratégies marketing pour s'adapter à une demande plus exigeante. Et on va le voir, il s'agit des stratégies de segmentation, de ciblage, de positionnement. Donc, on va voir tout ça. Donc là, les entreprises vont créer des départements marketing gérés par des spécialistes qui analysent les besoins et les attentes du marché. Et là, le consommateur va devenir le centre d'intérêt principal de l'entreprise. Donc, tout va tourner autour du consommateur. On va chercher à s'informer, je répète, sur ses besoins et ses désirs. On va déterminer une offre produit qui lui apporte plus de valeur et qui va le satisfaire. On va segmenter le marché pour trouver des consommateurs plus homogènes. On va communiquer avec le consommateur, on va le fidéliser. Et c'est là où le marketing moderne est né. Donc, comme vous le voyez, le développement historique du marketing suit les mutations économiques avec ces trois phases. D'accord? Donc, je répète, dans la phase production, le contexte économique se caractérise par une économie productive et la priorité était donnée à l'organisation. D'accord? Dans la phase commerciale, le contexte économique se caractérisait par les 30 glorieuses. Et là, la priorité était donnée à la vente, mais sans se soucier du consommateur. Et c'est là où il y a eu la naissance du concept marketing, dans son sens traditionnel.
Ensuite, dans la phase marketing, le contexte économique était caractérisé par une crise économique mondiale avec un changement radical de conception de la gestion. On cherchait à s'adapter au marché. D'accord? Et où il y a eu la mise en place de stratégies marketing. Et là, le consommateur est devenu le centre d'intérêt principal de l'entreprise et c'est là où le marketing moderne est né. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme on l'a vu au début, la révolution digitale a créé de nouveaux comportements, a créé de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les entreprises. Donc, au final, on peut dire que le développement du marketing suit les mutations économiques et également les mutations technologiques avec le numérique. D'accord? Donc, vous le voyez, on est passé d'une conception traditionnelle du marketing avant les années 70 à une conception moderne du marketing. Donc, dans la conception traditionnelle, le marketing peut se définir comme un ensemble de moyens à la disposition d'une entreprise pour vendre ses produits à ses clients d'une manière rentable. Mais le marketing était toujours une fonction accessoire dans l'entreprise par rapport à la production. Et son contenu était, on l'a vu, limité à la vente, à la distribution physique des produits et à la publicité pour faire connaître les produits. Et son champ d'application était étroit. Il se limitait à quelques biens de grande consommation. Donc, il se limitait au secteur marchand et à quelques biens de grande consommation. Par contre, la conception moderne du marketing, telle qu'on la connaît aujourd'hui, définit le marketing comme une discipline de gestion qui vise à construire une clientèle, à bâtir une clientèle, à la rendre fidèle et à renforcer sa satisfaction. Donc, dans cette conception, le consommateur est au centre d'intérêt de l'entreprise. Et la fonction marketing va devenir primordiale dans l'entreprise. Son contenu également va s'élargir. Il ne se limite plus uniquement à la vente, mais il va s'élargir, d'accord, de la conception de l'offre à l'après-offre, à l'après-vente. Et son champ d'application, nous allons le voir, va également s'élargir et va s'appliquer à d'autres domaines. D'accord? Oui, madame. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Dites-moi, le marketing, parce que j'associe souvent le marketing avec la publicité. Et en Oui, fait, dans la vie, il n'y a pas que les entreprises qui font de la publicité. Il y a aussi d'autres organisations, par exemple l'État. mais bien entendu, c'est là où je vous ai dit que disons que le champ d'application du marketing il s'est élargi. Donc, nous allons le voir juste après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing ne s'applique plus, si vous voulez, uniquement, ne se limite plus, disons, à la sphère marchande. D'accord? Il ne s'applique plus uniquement aux biens de consommation. Il s'est élargi à d'autres domaines comme les services et il touche également le secteur non marchand. D'accord? D'accord, Nous madame. allons le voir juste après. Oui, madame, j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Concernant, par exemple, le marketing n'est pas élargi aux autres domaines après les années 70. Par exemple, il y a eu Oui, la guerre froide, par exemple. Et il y oui, a eu de la propagande, par exemple, de l'Union soviétique et aussi des États-Unis. Et même avant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, par exemple, la publicité qui se faisait par les États. oui. Alors, votre question, j'entends. Donc, le marketing existait, je pense, avant les années 40. Oui, bon, c'est une forme, c'est de la communication, effectivement. Si vous voulez prendre ça comme de la communication, bon,
un peu, c'est une forme de marketing entre guillemets, d'accord? Donc le marketing en tant que tel, effectivement, une forme de communication, ça a toujours existé, mais bien entendu, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, sous sa forme moderne, d'accord? Il a commencé véritablement à s'appliquer que au-delà des années 70. D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Alors, on va continuer. Les micros, s'il vous plaît. Alors, bien entendu, on a assisté donc à l'évolution de la fonction marketing dans l'entreprise. Alors, la fonction marketing, d'accord, le marketing donc est une fonction au même titre que la finance, que la gestion des ressources humaines ou encore que la production. Et cette fonction marketing, donc, c'est largement développée dans l'entreprise aujourd'hui, alors qu'elle était quasiment absente au cours des 2 premières phases. Donc, on le voit dans le premier schéma, d'accord, où on trouvait plutôt la fonction commerciale. Donc, la fonction marketing, proprement parlée, était inexistante, alors qu'aujourd'hui, la fonction marketing est l'une des fonctions principales de l'entreprise et elle englobe la fonction commerciale. Donc, si on prend la fonction commerciale, d'accord? Donc, cette fonction se charge plus de vendre des produits fabriqués à des clients identifiés, tandis que la fonction marketing, donc c'est beaucoup plus large, la fonction marketing, donc se charge de repérer les besoins en étudiant le marché, d'accord? D'en déduire les produits à fabriquer, d'identifier des domaines d'activité stratégiques, c'est-à-dire des groupes de produits dédiés à un marché spécifique. Et la fonction marketing, donc tout ça nous allons le voir, elle est chargée également de déterminer les prix de vente, de choisir les canaux de distribution, d'assurer la production, etc. Donc vous le voyez bien que, donc, si vous voulez, c'est une fonction qui est très large. Donc, à partir de là, déjà, avant de passer aux définitions de marketing, déjà, on peut définir le marketing comme l'ensemble des actions qui sont destinées à détecter les besoins et à adapter de façon continue la production et la commercialisation à ces besoins et donc à les adapter au marché. Donc, on va voir un peu plus loin donc, les définitions du marketing plus en détail. Alors maintenant, on revient justement au domaine d'extension du marketing, d'accord? Donc là aussi, donc on vient de le voir, le marketing était donc au début destiné exclusivement à des entreprises à but lucratif. Donc on l'a vu, il a commencé à être pratiqué par les grandes firmes américaines, d'abord dans le secteur de la grande consommation dans les années 50 et par la suite, les domaines d'application du marketing se sont largement étendus et aujourd'hui, on peut identifier, si vous voulez, 3 grands champs d'application du marketing. Alors, quels sont ces 3 grands champs d'application du marketing? Alors, tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle le marketing des produits et des services, d'accord? Couramment appelé marketing business to consumer ou B2B, donc le marketing B2B, c'est le marketing business to consumer en anglais. Il correspond tout simplement aux techniques marketing qui sont utilisées dans le cadre d'une activité commerciale entre une entreprise et des consommateurs. Donc, c'est la relation entreprise-consommateur. D'accord? Donc, on est dans ce qu'on appelle le B2C. Ensuite, vous avez le marketing industriel, d'accord? Qu'on appelle également marketing business to business ou le marketing B2B, d'accord, qui s'adresse aux professionnels. Donc là, on est dans une relation inter-entreprise. Donc ce sont les, si vous voulez, d'accord, les, disons, les activités commerciales entre entreprises, qu'on appelle également marketing inter-entreprise.
Et enfin, le troisième champ d'application du marketing, c'est le marketing politique, culturel et social. Il s'agit du secteur non marchand. D'accord? Alors, quand on parle du marketing politique, c'est quoi? Ce marketing politique, en général, il vise à promouvoir des idées ou encore à promouvoir des candidats, par exemple, dans le cadre d'élections. Donc là, on fait du marketing politique. D'accord? C'est un petit peu ce que vous venez de dire, hein, monsieur, qui venait d'intervenir. Ensuite, vous avez le marketing culturel, qui vise à modifier un comportement d'un public, par exemple vis-à-vis du patrimoine culturel. Donc là, on cherche par exemple à augmenter la fréquentation des musées, la fréquentation des expositions, le salon du livre, des édifices historiques, etc. Et vous avez le marketing social qui vise à promouvoir, là aussi, une cause ou des comportements. Par exemple, on cherche à faire de la prévention, comme encourager les mesures de distanciation physique pour se protéger de cette pandémie actuelle, d'accord? Ou encore pour lutter contre le tabagisme, ou pour la prévention en matière de sécurité sociale, ou pour obtenir des dons pour des associations caritatives. Donc tout ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le marketing social. Alors, voilà, donc jusque-là, est-ce que c'est clair? Oui, madame. Madame. Oui, c'est clair. Oui, madame. Oui, c'est clair. Alors, maintenant, nous allons Oui, madame. voir les optiques de gestion de l'échange avec le marché. Alors, on vient de le dire, le marketing est une fonction qui tisse et qui maintient, si vous voulez, un lien entre l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise, et le marché. D'accord? Et aujourd'hui, dans ces relations d'échange avec le marché, donc je parle d'aujourd'hui, actuellement, dans ces relations d'échange avec le marché, une entreprise peut choisir entre 4 options dans la conduite de ses activités. Et pour chaque optique, la démarche marketing va être différente. Et ces 4 options sont l'optique marketing, l'optique production, l'optique produit, l'optique vente et l'optique marketing. C'est ce qu'on appelle les 4 optiques, d'accord, de marché ou les 4 options dans la conduite des activités marketing. Alors, on va commencer par donner les caractéristiques de chacune de ces optiques. Alors, si on prend l'optique production, d'accord? Alors, on dit que cette optique production est centrée sur la fabrication en grande quantité et sur la baisse des prix. Alors, ce qu'il faut savoir, que cette optique production, déjà, c'est une approche traditionnelle qui est très peu utilisée de nos jours. Donc, en fait, c'est un choix de gestion qui semble approprié dans certains cas de figure. Par exemple, lorsque la demande est massive, d'accord? Donc, c'est-à-dire lorsque la demande est très importante pour une catégorie de produits. D'accord? C'est le cas, par exemple, des produits de consommation courante, comme certains produits alimentaires, comme certains produits d'hygiène basique, donc où la demande, elle est là, elle est importante. D'accord? Dans ce cas-là, la demande excède l'offre. Et il n'existe pas de problème majeur d'absorption de la production par le marché. Donc, dans cette optique-là, il s'agit de produire tout simplement en grande quantité pour faire face à la demande. Donc là, les produits se vendent sans problème. D'accord? Donc ça, c'est un premier cas de figure. Ensuite, deuxième cas de figure, lorsque
le coût doit être diminué pour toucher un large public et étendre le marché. Donc là aussi, c'est un choix de gestion. Lorsque les entreprises choisissent de diminuer les coûts pour toucher un large public et bien sûr étendre leur marché. Donc là aussi, ces entreprises, elles décident de fabriquer en grande quantité pour pouvoir bénéficier d'économies d'échelle et diminuer leurs coûts. D'accord? Ou encore, troisième cas de figure, lorsque la demande ne dispose que d'un très faible pouvoir d'achat. Et on suppose que le consommateur va choisir les produits en fonction de leur prix. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à diminuer les prix. Et pour diminuer les prix, d'accord, on va augmenter les capacités de production. On va chercher à produire en masse et diminuer les coûts grâce aux économies d'échelle ou encore de distribuer massivement les produits. D'accord? Donc, vous le voyez là, dans ce cas de figure, dans ce contexte-là, la démarche marketing, comment elle va être dans cette optique production? La démarche marketing va être limitée. D'accord? Elle va se limiter, si vous voulez, à informer sur le produit, tout simplement, à travers la communication, à travers la publicité, bien entendu, et va assurer la distribution à travers les points de vente, une multitude de points de vente. D'accord? Donc, c'est un choix de gestion qui est adopté aujourd'hui par certaines entreprises qui généralement produisent des biens de consommation courante et qui n'ont pas besoin de fournir des efforts marketing particuliers pour vendre leurs produits. D'accord? Donc là, c'est une première optique, d'accord, de gestion de l'échange avec le marché, donc l'optique production, qui est, on a dit, centrée sur la fabrication en grande quantité et sur la baisse des prix où la démarche marketing demeure relativement limitée. Ensuite, deuxième optique, l'optique produit. Alors, cette optique produit, généralement, s'applique dans les domaines où la technologie est dominante, c'est-à-dire concerne généralement les produits de haute technologie. Alors, cette optique suppose que le consommateur préfère le produit qui offre les meilleures performances d'un point de vue technique, c'est-à-dire des produits de meilleure qualité et des produits innovants. Donc là, l'entreprise doit se consacrer en priorité à améliorer la qualité de sa production. Donc, par conséquent, elle va consacrer peu d'efforts de marketing puisque l'effort est focalisé sur l'innovation technologique. Donc, peu d'efforts de marketing sont nécessaires. Alors, le risque de cette optique est de rester focalisé sur les innovations technologiques et de ne plus chercher à comprendre le marché. Et donc, de ne plus comprendre les besoins des consommateurs, d'accord? Et que le risque, c'est que les produits soient trop techniques et ne répondent pas forcément aux besoins du marché. Donc, c'est un risque pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la myopie marketing. D'accord? Donc, la myopie marketing, c'est quoi? C'est que l'attention de l'entreprise est tellement focalisée sur le produit ou le service, d'accord? Donc, le producteur se focalise donc tellement sur le produit ou le service et essaye à tout prix donc de rendre ce produit performant, innovant d'un point de vue technologique, qu'il oublie les besoins et les désirs des clients. Car même si un produit est très performant, s'il ne trouve pas d'utilité auprès du consommateur, il ne va pas être vendu. Donc l'acheteur ne va pas essayer de l'acheter.
D'accord? Donc, s'il ne répond pas à un besoin, ce sera un échec pour l'entreprise. D'accord? Effectivement, il y a eu des innovations technologiques extrêmement performantes et tellement performantes qui n'ont pas attiré un nombre d'acheteurs suffisant. Alors, très souvent, on donne l'exemple de l'avion supersonique de Concorde. Donc, l'avion supersonique de Concorde, c'était une révolution, c'était un appareil révolutionnaire sur le plan technologique. Il était capable de voler 2 fois la vitesse du son, c'était énorme à l'époque, mais c'était un échec sur le plan commercial. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas aux exigences du marché de l'époque. D'accord? Donc, il était tellement performant, tellement perfectionné qu'il n'était pas adapté au marché et qu'il y avait énormément, si vous voulez, donc d'effets nuisibles sur l'environnement, etc. Donc, c'est un produit qui n'a pas du tout marché. Donc là, c'est ce qu'on appelle la myopie marketing. D'accord? C'est-à-dire qu'on se focalise tellement sur le produit et sur ses performances technologiques qu'on oublie les besoins du marché et qu'on risque de mettre sur le marché un produit qui ne correspond pas à la demande et qui ne correspond pas à un besoin, qui ne soit pas adapté au marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optique produit, d'accord? Où on cherche, on est centré sur la performance technologique et l'effort marketing reste là aussi limité. Troisième optique, c'est l'optique vente. Alors en général, cette optique est associée aux économies d'abondance, d'accord? C'est-à-dire lorsque l'offre est importante, et elle est associée aux économies de consommation de masse, c'est-à-dire lorsque la demande est également importante. Et dans un contexte de forte concurrence. D'accord? Donc là, c'est, si vous voulez, le contexte de cette optique. Et l'objectif de cette optique vente, c'est d'attirer des clients pour écouler la production et de vendre à tout prix. D'accord? Donc, on est dans un contexte où l'offre est abondante, où la demande est abondante et où la concurrence est très forte. D'accord? Donc, les entreprises dans ce contexte-là vont essayer d'attirer des clients pour écouler la production et vendre à tout prix. Donc, les entreprises vont chercher à vendre ce qu'elles produisent plutôt que de produire ce qu'elles pourraient vendre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va concevoir d'abord le produit, puis va chercher à le vendre ensuite. Elle va chercher les acheteurs ensuite. Donc pour cela, l'entreprise va faire beaucoup d'efforts pour éveiller l'intérêt des acheteurs éventuels pour ces produits et les encourager à les acquérir. Donc la démarche marketing va être essentiellement centrée sur la commercialisation, c'est-à-dire sur la vente à travers les dépenses de communication et les actions des vendeurs. D'accord? Donc, au niveau de cette optique vente, d'accord, elle est centrée sur la commercialisation, c'est-à-dire sur la vente, puisque l'objectif, c'est de vendre à tout prix, d'accord, et d'attirer les clients pour écouler la production. Donc, on va vendre ce qui est produit plutôt que de produire ce qui pourrait être vendu. Tandis que l'optique marketing, elle, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu, elle va être centrée sur le consommateur. Ça veut dire quoi que l'optique marketing est centrée sur le consommateur?
Ça veut dire qu'au lieu d'une conception centrée sur la fabrication du produit et la commercialisation du produit, d'accord, l'optique marketing va adopter une philosophie d'écoute et de réponse orientée vers le client. C'est-à-dire que le but de l'entreprise, ça veut dire que le but de l'entreprise ne va pas consister à trouver les bons clients pour ses produits, mais à créer les bons produits pour ses clients. Pour cela, pour trouver les bons clients pour ses produits, on a dit que le but de l'entreprise ne va pas consister à trouver les bons clients pour ses produits, mais plutôt de créer les bons produits pour ses clients. Alors, pour créer les bons produits pour ses clients, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va chercher à connaître les besoins et les désirs des marchés ciblés, d'accord? De manière à répondre à leurs attentes et de manière à s'adapter à leurs besoins afin de les satisfaire mieux que la concurrence et pouvoir ainsi générer des ventes et des profits. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'optique marketing, elle reconnaît la souveraineté du consommateur. Son objectif, c'est la satisfaction des besoins du consommateur. D'accord? Donc, contrairement à l'optique vente, l'entreprise ne part pas d'un produit que l'on souhaite écouler et vendre à tout prix, mais l'entreprise, elle va partir du client qu'elle va chercher à connaître, à analyser, à identifier pour qu'elle puisse élaborer une offre destinée à le satisfaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'optique marketing, elle inverse la logique de l'optique vente. C'est-à-dire qu'au lieu de partir des produits de l'entreprise et de les promouvoir afin d'engendrer un chiffre d'affaires, qui est donc le cas de l'optique vente, qu'est-ce qui se passe dans cette optique marketing? L'entreprise va partir des produits de l'entreprise, va partir des clients. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes parce que là, donc là, vous m'entendez, c'est bien? Oui, madame. Voilà, je vais rien que simplement essayer de... Madame. Oui, Oui, madame. madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, oui, madame, tu passes bien. Oui, madame. Alors, je crois que c'est mieux Madame, quand... Oui. Oui? On continue? madame, s'il vous plaît, que signifie le mot myopie? La myopie marketing. Alors, la myopie, c'est comme si on est myope, on ne voit pas. On ne voit pas, disons, le véritable besoin du marché. On a dit dans l'optique produit, on va être tellement focalisé sur la performance technologique d'un produit qu'on va oublier, d'accord, et qu'on ne va pas Oui, madame. voir, si vous voulez, les besoins réels du marché. Oui, D'accord? On oui, appelle la madame. myopie marketing. Donc, on est focalisé sur le côté technologique, le côté innovant des produits, qu'on va faire abstraction, c'est-à-dire qu'on va oublier, on ne va pas voir, donc c'est une forme de myopie, on ne va pas voir les besoins réels du marché. Oui, madame, merci. D'accord? Ce qu'on appelle la myopie marketing.
Donc, on était donc à l'optique marketing. On a dit donc que l'optique marketing reconnaît, donc on a dit la souveraineté du consommateur. Donc là, le consommateur est placé au centre d'intérêt de l'entreprise. Il est souverain, il est roi, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit que le client est roi. D'accord? Il est souverain, il est roi. D'accord? Donc tout l'intérêt est focalisé sur justement cette satisfaction du client, cet intérêt du client. D'accord? Son objectif, l'objectif de l'optique marketing, ça va être justement de satisfaire les besoins du consommateur. Donc, contrairement, on a dit à l'optique vente. L'optique vente, elle était centrée sur la commercialisation, elle était centrée sur la vente. Il fallait qu'elle vende d'abord et avant tout. D'accord? L'intérêt du client passait en second. Donc, son objectif essentiel, c'était la commercialisation, la vente. D'accord? Donc, contrairement à l'optique vente, on a dit l'entreprise ne va pas partir d'un produit qu'elle va chercher à vendre à tout prix, mais elle va partir du client. Donc, le point de départ, c'est son client, c'est le marché, c'est connaître les besoins du marché, connaître la demande, d'accord? Donc, et à partir de ce besoin-là, de ce client, elle va élaborer une offre qui va être destinée à le satisfaire. Donc, on a dit, c'est pour ça qu'on dit que l'optique marketing, elle inverse la logique de l'optique vente. Donc, au lieu de partir des produits de l'entreprise et de les promouvoir afin d'engendrer un profit, un chiffre d'affaires, etc., l'entreprise va partir des clients et de leurs besoins et désirs, c'est-à-dire va partir de la connaissance du marché, puis elle va élaborer un ensemble cohérent de produits et de tout un programme qui va être destiné justement à servir ses besoins et à tirer ses bénéfices de la satisfaction du client. D'accord? Donc, dans cette optique marketing, les entreprises cherchent à produire ce qui pourrait être vendu sur le marché plutôt que de vendre ce qui est produit, d'accord, comme dans l'optique vente. D'accord? D'ailleurs, je vous ai donné un exercice au niveau de votre TD sur ces concepts-là. Donc, vous le voyez, dans ce schéma, nous avons les trois premières optiques qui sont donc peu utilisées aujourd'hui. D'accord? Et c'est l'optique en fait marketing aujourd'hui qui domine au niveau des entreprises. Alors, à côté de ces quatre optiques, nous avons également une cinquième optique qui commence aujourd'hui à s'imposer de plus en plus au niveau des entreprises. Il s'agit de ce qu'on appelle l'optique du marketing sociétal. Alors, cette optique-là repose sur l'idée que l'entreprise a une responsabilité sociale à exercer dans le cadre d'un développement durable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que l'entreprise a une responsabilité sociale à exercer dans le cadre d'un développement durable? Ben, ça veut dire que l'entreprise doit se préoccuper des effets sur le consommateur des produits qu'elle fabrique et qu'elle commercialise. Ça veut dire que, bien entendu, certains produits sont susceptibles de porter atteinte au bien-être et à la santé des consommateurs. D'accord? Par exemple, vous avez la consommation de tabac, la consommation d'alcool, la consommation d'aliments trop riches qui sont nuisibles à la santé des individus. D'accord? Donc, l'entreprise doit se préoccuper de ces effets-là, d'accord, sur le consommateur. Et l'entreprise doit également... Prendre soin de l'environnement. Pardon? Prendre soin de l'environnement. Bien sûr, et l'entreprise doit également se préoccuper des effets sur l'environnement, comme par exemple éviter l'émission de gaz à effet de serre, qui sont nuisibles, vous le savez, aujourd'hui pour l'environnement. D'accord? Comme par exemple utiliser des matières qui respectent l'environnement et le développement durable. Par exemple, éviter des emballages non recyclables, comme le plastique. D'accord? Donc, selon cette optique du marketing sociétal,
les entreprises doivent, d'accord, se préoccuper des effets sur le consommateur et sur l'environnement, hein, des produits qu'elles fabriquent et qu'elles commercialisent. Et selon cette optique-là, les entreprises doivent par conséquent prendre en considération 3 éléments pour définir leur stratégie marketing. Alors, quels sont ces 3 éléments que les entreprises doivent prendre en considération dans cette optique du marketing sociétal? Premièrement, bien sûr, premier élément, c'est la rentabilité de l'entreprise, d'accord, qui reste l'objectif ultime de toute entreprise à but lucratif, d'accord. Deuxième élément à prendre en considération, c'est bien entendu la satisfaction des besoins des consommateurs, d'accord, c'est-à-dire produire des biens qui puissent répondre à leurs besoins et désirs et satisfaire donc les besoins des consommateurs. Et troisième élément à prendre en considération, c'est le bien-être à long terme des clients, d'accord, et l'intérêt général de la population. C'est ce qu'on appelle donc le bien-être social, d'accord. Alors, parmi les entreprises qui adoptent cette optique, donc on peut citer le groupe Les Domaines Agricoles. Donc, je vous ai donné un lien dans le cours. Vous pouvez rentrer sur le site des Domaines Agricoles et voir tous ces éléments-là qui sont bien mis en évidence. D'accord? Madame, où pourrons-nous vous présenter le TD? Alors, les TD, bien entendu, bon, ce que je vous demande, c'est un travail personnel. D'accord? Là, moi, ce que je vous demande, c'est de travailler pour vous, d'accord? De faire vos exercices. Et ensuite, je vais vous communiquer la correction. Et on peut laisser, par exemple, disons, en fin de séance, on peut laisser un petit moment, on pourra interagir par rapport à la correction. D'accord? Donc là, je vous en ai parlé, la première séance, je vous ai parlé de ça, c'est très important. Je vous ai demandé de faire un travail personnel et un travail régulier. Donc, vous avez, par exemple, on va terminer là maintenant, on va terminer cette première séquence. Donc, il faut absolument la travailler. D'accord? Vous avez vos exercices de TD, vous avez des liens, d'accord? Vous pouvez aller rejoindre les liens que je vous ai communiqués pour illustrer un petit peu donc cette séquence. Vous avez vos exercices de TD à faire, d'accord? Et vous avez des quiz aussi. Je vous ai donné les quiz. Je ne sais pas si vous avez réussi à rentrer dans les quiz. Oui, madame, il y a des quiz. Oui, On a entré. Les quiz? Oui, on a entré. Questions que je vous ai posées, Est-ce que vous avez vu les quiz sur votre Oui, votre madame, on a partagé les quiz dans le groupe d'ensemble 6. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc voilà. Oui, madame. Donc, je vous demande de faire tout ça, d'accord, de faire vos quiz, vos exercices, d'assimiler votre cours, de préparer vos fiches, etc., d'assimiler. Et donc la semaine prochaine, je vais donc vous envoyer le corrigé des TD et on essaiera un petit peu d'interagir. Alors, on va terminer par les différentes approches marketing. Alors, pour une entreprise, il est possible de mettre en œuvre une optique marketing. Donc là, on est dans l'optique marketing. D'accord? Donc, et une entreprise, d'accord, pour une entreprise, il est possible de mettre en œuvre une optique marketing de plusieurs façons. Donc, ce sont ce qu'on appelle les différentes approches marketing. D'accord? Donc, si vous voulez, il existe plusieurs méthodes d'approcher sa cible pour une entreprise. Alors, on distingue l'approche marketing réactive, l'approche anticipative, l'approche créatrice ou proactive et enfin l'approche interactive. Alors, en quoi consistent ces différentes approches? Alors, si on prend la première, l'approche réactive.
Donc, dans cette approche-là, c'est une approche qui consiste pour une entreprise à réagir aux demandes d'un marché en cherchant à satisfaire des besoins déjà existés et déjà exprimés, c'est-à-dire à satisfaire des besoins qui existent déjà et qui sont clairement identifiés. Donc, l'entreprise qui a identifié un besoin déjà exprimé, qui a identifié un besoin qui est déjà, si vous voulez, plus ou moins bien satisfait par la concurrence. D'accord? L'entreprise va décider de proposer une offre susceptible de satisfaire ce besoin. D'accord? Donc, l'entreprise, si vous voulez, va réagir face à un besoin déjà exprimé en proposant une offre qui est susceptible de satisfaire ce besoin. Donc, cette approche, qui est généralement l'approche la plus courante, c'est une approche qui est rassurante pour l'entreprise parce que le besoin est réel et le marché existe déjà. D'accord? Donc, il n'y a pas de risque particulier pour l'entreprise. Mais bien entendu, l'offre est souvent une offre qui n'est pas originale puisqu'elle ressemble à ce qui existe déjà sur le marché et généralement, la concurrence, elle est là, elle est nombreuse. D'accord? Par exemple, une entreprise qui décide de mettre sur le marché une nouvelle marque de yaourt nature. Voilà. Donc là, le besoin existe, les offres existent déjà, la concurrence est là. Voilà. Donc là, l'entreprise va adopter ce qu'on appelle une approche réactive. Ensuite, deuxième approche, l'approche anticipative. Alors, cette approche va consister à réagir en fait à un besoin latent. D'accord? Donc, dans cette approche-là, l'entreprise va détecter un besoin latent et va essayer de favoriser son développement. Donc, c'est une approche qui consiste pour une entreprise qui a détecté un besoin latent. Alors, un besoin latent, déjà, c'est quoi un besoin latent? Un besoin latent, c'est en fait un besoin qui existe, mais un besoin en fait qui n'est pas exprimé encore par le consommateur. Ça veut dire que c'est un besoin qui est, si vous voulez, un petit peu caché et que le marketing va chercher à détecter et à déceler. D'accord? Donc, dans cette approche-là, l'entreprise va détecter un besoin latent qui n'est pas encore exprimé, d'accord, et va chercher à réagir face à ce besoin latent. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va concevoir une offre de nature justement à favoriser si vous voulez, l'émergence et le développement de ce besoin latent. Par exemple, si on prend le smartphone. Le smartphone, ça a été, disons pour l'entreprise qui a créé ce bien, ça a été une approche anticipative. Pourquoi? Parce que ce besoin, c'était un besoin qui existait chez les consommateurs, mais c'était un besoin qui n'était pas exprimé. Donc, l'entreprise qui a adopté cette approche a anticipé le marché en favorisant l'émergence d'un besoin latent, c'est-à-dire en favorisant l'émergence d'un besoin qui existait chez les individus, mais qui n'était pas clairement exprimé. Donc, elle a, si vous voulez, anticipé un besoin
et elle a stimulé un besoin latent qui n'était pas encore exprimé, mais qui était en cours d'émergence. D'accord? Tandis que l'approche créatrice ou proactive, si vous voulez, elle suppose la création d'un nouveau besoin par l'entreprise sur un marché. D'accord? Donc, l'entreprise va créer un marché nouveau en mettant en évidence à la fois un problème qui n'existe pas encore, qui n'est pas perçu par les individus, d'accord? Et en révélant, si vous voulez, sa solution. Donc, le marché, qui est un marché nouveau, va être créé à partir d'un nouveau produit, d'accord? Avec cette volonté de créer le besoin. Donc, on crée en même temps et le besoin et le produit qui va satisfaire ce besoin. D'accord? Donc là, on aura un nouveau marché avec un nouveau produit qui va répondre à un nouveau besoin. Donc généralement, c'est le cas de nouvelles technologies, d'accord, qui font naître, si vous voulez, de nouveaux marchés en révélant de nouveaux besoins. D'accord? Donc, c'est par exemple le cas des montres connectées. Donc, les montres connectées, ce sont des technologies nouvelles qui ont créé chez les individus un besoin nouveau. D'accord? La même chose pour les GPS, etc. Donc, toutes ces nouvelles technologies qui sont en fait ce qu'on appelle des innovations radicales. Ce sont des innovations radicales. Donc, ces deux approches, aussi bien l'approche anticipative que l'approche créatrice, d'accord? Bien entendu, elle donne un avantage concurrentiel à l'entreprise parce qu'elle lui donne une image de pionnier, une image de précurseur. Elles sont les premières à mettre sur le marché un produit qui va certes être concurrencé par la suite, mais c'est ce qu'on appelle des pionniers, c'est-à-dire des précurseurs, d'accord? Mais bien entendu, disons, ce sont des approches qui sont coûteuses et qui sont parfois longues à mettre en place, d'accord? Puisque l'investissement est important, le risque est très élevé parce qu'il faut toujours choisir le bon moment d'une innovation. Il faut qu'elle ne soit ni trop tôt ni trop tard, d'accord? Donc, le risque reste quand même relativement élevé avec ce risque de myopie marketing qu'on a dit tout à l'heure, parce que les technologies, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit des technologies qui ne répondent pas véritablement à un marché. Donc, il y a un risque. Donc, parce qu'on va créer un besoin. Donc, ce besoin-là, il faut qu'il soit un besoin vraiment réel. D'accord? Et enfin, nous avons la dernière approche qui est l'approche interactive. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Par cette approche, l'entreprise va impliquer les clients dans la création de l'offre. Et cette implication peut être implicite ou elle peut être concrète. D'accord? Donc, quand on parle de l'implication implicite des clients dans la création de l'offre, ça veut dire quoi? Comment on va impliquer dans ce cas de figure le client dans cette création de l'offre si l'implication est implicite? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement observer le comportement des clients. Et là, c'est l'objet, bien sûr, des études marketing, d'accord? Et à partir de l'observation du comportement des clients, on va construire une offre qui va s'ajuster aux besoins du client. Donc là, si vous voulez, le client participe un peu à la création de l'offre à travers l'observation de son comportement. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une implication qui est implicite, qui est indirecte en fait. D'accord? Donc, ça, c'est l'implication à travers l'observation du comportement des clients. Maintenant, l'implication, elle peut être concrète. Comment? Ben, tout simplement, on va faire participer directement le client à la construction de l'offre. D'accord? Et là, on va avoir ce qu'on appelle une personnalisation de l'offre.
et on va voir des produits qui sont personnalisés. D'accord? C'est-à-dire des produits qui sont conçus sur mesure par les clients. D'accord? C'est ce qu'on appelle la personnalisation de l'offre et on aura l'occasion de la voir plus en détail lorsqu'on étudiera les différentes stratégies. Donc, c'est une approche, d'accord, où le risque d'erreur est minimisé. Donc, ça, c'est un avantage puisque le consommateur est impliqué. Donc, forcément, le risque d'erreur est minime, d'accord. Mais bien entendu, c'est un processus, là aussi, qui peut être souvent long et coûteux pour l'entreprise. Donc, si vous voulez, l'importance de chaque étape, d'accord, de la démarche marketing va varier avec le type d'approche retenue par l'entreprise. Par exemple, au niveau de l'approche réactive, la phase d'étude, qui est la première phase de la démarche marketing, qu'on a dit, cette phase d'étude ne va pas être très importante, puisqu'on a dit le besoin est exprimé, il existe, il est clairement identifié. D'accord? Donc, cette première phase ne va pas être très importante. Par contre, pour une approche anticipative ou une approche créatrice, d'accord, où il s'agit de déceler des besoins qui ne sont pas exprimés ou de créer un nouveau besoin, donc dans cette phase-là d'étude, bien sûr, elle va être très importante. D'accord? Donc là aussi, au niveau de votre exercice de TD, je vous ai donné un exercice qui va un petit peu permettre d'illustrer ces différentes approches. Donc vous allez avoir des liens, d'accord, qui vont vous permettre un petit peu donc d'illustrer ces différentes approches. Alors, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? مدام Oui. باغا نسولك بالنسبة سميتو الفرق ما بين واحد جوج دوموند الفرق ما بين جوج دوموند الأول هو برودكسيون اوبتيك بوليتيك اي اوبتيك برودوي واش هي الاوبتيك ماركتين Non, alors j'ai pas bien compris votre question. وي Répétez, s'il vous plaît, votre question. الفرق الفرق ما بين اوبتيك بوليتيك واوبتيك برودوي Il n'y a واش pas optique اوبتيك politique. ماركتين Mais quelle est optique politique? De quelle optique vous voulez parler? في الجدول اللي Avez فات l'op- Alors, il y a l'optique production, l'optique produit, l'optique vente et l'optique marketing. Il y a 4 optiques. D'accord? لا Et l'optique الأولى marketing s'étale après. La différence entre politique produit et production. Donc, la différence entre l'optique production et l'optique produit. Oui. C'est ça? Optique production et optique produit. La différence entre les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a dit au niveau de l'optique production, enfin, au niveau de l'optique produit, quand on parle de l'optique produit, c'est une optique généralement qui s'applique pour les produits, d'accord, qui sont centrés sur la technologie, d'accord? Ce sont des produits de haute technologie en général, d'accord? Donc, où on cherche la Madame, juste une performance question. technologique. Oui, Juste une question, s'il vous plaît, madame. oui. Est-ce qu'on peut considérer l'approche de Marcos, l'approche créatrice? C'est une approche d'innovation, c'est-à-dire l'entreprise, on peut d'innover des Alors, nouveaux s'il vous plaît, produits, par exemple. j'ai pas terminé la première explication de votre camarade. Donc, je termine l'explication, ensuite je vous donne la parole. D'accord? Oui, d'accord, oui. Donc, j'étais sur l'optique produit. Donc, on a dit que l'optique produit, elle s'applique dans les domaines où la technologie, elle est dominante. C'est-à-dire, elle s'applique pour les produits de haute technologie. D'accord? Donc là, l'entreprise, on a dit, se focalise sur la performance technologique. D'accord? Donc, la priorité de l'entreprise, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité de sa production. Donc, elle est tellement, si vous voulez, focalisée sur le fait d'améliorer la qualité de sa production, d'accord, qu'elle consacre peu
d'efforts de marketing. D'accord? Donc, tous, si vous voulez, ces efforts sont focalisés sur l'amélioration de la qualité de sa production. Et c'est là où on a dit qu'il y a un risque de myopie marketing. C'est-à-dire tellement elle est focalisée sur ses performances technologiques qu'elle risque de passer à côté du marché et de ne pas répondre véritablement aux besoins du marché. D'accord? Donc, quand on parle de l'optique produit, c'est une optique qui s'applique uniquement aux produits de haute technologie. Tandis que lorsqu'on parle de l'optique production, d'accord, c'est en général des productions de consommation courante. D'accord? Ce sont des produits qui sont très demandés. D'accord? Ce sont des produits qui se vendent généralement sans problème puisque la demande, elle est importante. Donc, la production s'écoule sans problème. Et généralement, elle s'applique, d'accord, à des produits, on a dit, de consommation courante, comme les produits alimentaires, les produits d'hygiène basique, d'accord? Et là, l'entreprise va se focaliser sur la fabrication en grande quantité et sur la baisse des prix. Et là aussi, donc, on a dit que le rôle, si vous voulez, de l'entreprise, ça va être d'augmenter les capacités de production, de diminuer les coûts, d'accord, et de diminuer aussi les prix et de distribuer massivement ces produits. Donc là aussi, la démarche marketing dans cette optique production, elle reste limitée. Et elle se limite uniquement à la publicité, à la communication pour informer sur le produit. Et elle se limite à la distribution à travers donc la multitude des points de vente. D'accord? Puisqu'on a dit ce sont des produits qui se vendent généralement facilement sans, disons, effort marketing particulier. Donc, il suffit simplement de rapprocher le produit au marché à travers la communication et la distribution. D'accord? Est-ce que c'est clair? Distinction optique produit, optique production. Oui, madame. D'accord. Autre question, donc vous pouvez reprendre, mademoiselle. Alors, mademoiselle, votre question sur les différentes approches marketing? Non, madame, c'est clair, merci. C'est bon, plus de questions? Merci, madame. Madame, C'est s'il vous bon? plaît, il y a des questions au niveau des TT et des quiz. Est-ce qu'on doit les rendre, oui ou pas? Alors, écoutez, je vous répète que c'est un travail personnel. Vous faites vos TD pour vous. Vous allez travailler pour vous. Pour moi, je vous explique. Là, vous êtes en train disons, de suivre un cours qui fait partie de votre formation. D'accord? Donc, vous, tout l'intérêt, c'est quoi? C'est de vous former, d'assimiler un maximum d'éléments. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir en tête, je vais travailler pour l'examen. Non, vous travaillez pour vous, pour acquérir un maximum de connaissances par rapport à cette matière-là. Donc, ce que je vous donne, j'essaie de vous donner un maximum d'éléments, d'accord, dans votre intérêt pour votre formation personnelle. Bon, maintenant, l'examen, d'accord, ça va être un examen, on a dit QCM, donc ça ne va pas être quelque chose de sorcier, ça va être, si vous travaillez régulièrement, il n'y a aucun souci, d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que vous devez travailler cette matière pour vous. Donc, je vous donne des éléments à travailler pour vous. Donc, les TD, par exemple, vous allez les travailler, d'accord, bien sûr pour l'examen aussi, mais c'est surtout pour vous, pour essayer d'en tirer un maximum de bénéfices. Ça fait partie de la formation. Mais bien sûr, c'est ça, il faut que vous compreniez cela. L'examen, c'est vrai que l'examen, c'est important. Vous allez avoir votre examen, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais on forme un profil, pas un examen. Mais c'est ça, c'est ça. Donc là, ce que je vous donne, c'est des ressources
d'accord, qui vont vous permettre de vous former vous. Donc, il faut que vous intégrez cette donnée-là. Vous travaillez pour vous, pas pour passer un examen, pour vous. Donc, vos TD, vous les travaillez, s'il vous plaît, d'accord? Donc, travaillez-les sérieusement. Vous avez tous les éléments en main pour travailler vos TD, pour assimiler vos TD. Les quiz, là aussi, vous les faites pour vous. Vous les faites. S'il y a des erreurs, vous revoyez quelles sont vos erreurs, etc. Donc, tout ça, c'est pour vous. Et ensuite, d'accord, je vous Madame, donnerai la question et puis on peut en débattre s'il y a des soucis ou s'il y a des problèmes quelque part. Merci madame, beaucoup. Madame, concernant D'accord? la durée d'enregistrement, il reste Oui. pendant combien de temps sur le site, l'enregistrement du cours? Est-ce qu'il a une Euh, durée spécifique? je sais que la durée, elle va pas être très longue parce qu'il va y avoir un encombrement et ça risque de bloquer. Si tous les profs mettent leurs enregistrements, je sais qu'à un moment donné, on enlève les anciens enregistrements. Mais au bout de combien de temps, je ne peux pas vous dire. À peu près 2 jours, c'est suffisant? Non, 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 plus. Non, bien sûr que plus. Plus. Ah, Non, non, merci plus. beaucoup. Non, non, c'est plus. Ça veut dire minimum peut-être 15 jours. D'accord? Mais ça ne va pas rester dans la durée. À un moment donné, je pense qu'ils vont commencer à éliminer les anciens enregistrements pour laisser la place aux nouveaux. d'accord. Madame, OK? Madame, Oui. pour chaque séance, غنلقاوها disponible في PDF في ENT. Chaque séance راح يكون عندكم enregistrement. D'abord, normalement, pour la séquence 1, on a terminé la séquence 1. Vous avez tous les éléments pour travailler votre première séquence. Donc, la séance prochaine, ça va être la deuxième séquence. Vous avez tous les éléments en main pour travailler votre première séquence. Et pour les PDF? Quel PDF? Vous avez tout. Je vous ai tout mis sur le site. D'accord, madame, c'est clair. Vous avez la présentation PowerPoint. Vous avez le format PDF. Vous avez votre enregistrement. Vous avez les TD. On Vous a avez le vos TD, quiz. le quiz et les Vous livres. avez des ouvrages. Je vous ai donné 2 ouvrages qui sont intéressants. L'ouvrage de Kotler, qui est une référence en matière de marketing. Vous avez un ouvrage très simple, le Marketing Book. Vous avez des liens aussi pour compléter, surtout au niveau du marketing digital. C'est très important, c'est pour vous. Vous avez un lien sur le marketing mobile, par exemple, d'accord, qui sont très intéressants, mais pour votre formation. Ce sont des plus que je vous donne, d'accord? pardon, Ce sont madame. des plus. D'accord, madame. Oui. Après avoir suivi ces deux séances-là, ils seront capables de faire le premier TD. Maintenant, vous êtes capable de faire votre premier TD, bien sûr. C'est le TD qui correspond à la séquence 1. Le quiz D'accord, correspond à la séquence 1. Maintenant, ça fait, vous avez tout le package pour travailler votre séquence 1. d'accord, D'accord? merci, Et la madame. semaine prochaine, Ça on va, passera à la séquence 2, c'est autre chose. On va ouvrir Inch'Allah, une nouvelle séquence, Inch'Allah. C'est bon? Inch'Allah. Merci beaucoup, Et Allah, madame. C'est bon bon. courage à tout le monde. Merci beaucoup, C'est bon, madame. merci, madame. Madame, Madame, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. oui, madame, j'ai une question par rapport à l'emploi du temps. Est-ce que ça va changer d'une semaine à l'autre ou bien c'est fixe? C'est fixe normalement. Inch'Allah, ça, on va respecter les horaires, Inch'Allah. D'accord. Et aussi une deuxième On question fait pour lundi et l'email, pour créer une communication. Alors, Madame, justement, je voulais vous dire qu'en quoi je suis la déléguée de l'ensemble 5. Je vous oui. ai laissé mes coordonnées dans le chat, au cas où s'il y a une information, un truc. Là, normalement, on peut communiquer sur l'espace numérique. Vous pouvez m'envoyer des questions. Oui, Il y bien a, sûr, il y a- après, parce C'est qu'après, il y vrai? a des questions qui viennent. Pardon? Après, Madame, il y normalement, a des questions qui sont pour les messages privés concernant les cours et tout. Mais vous pouvez me l'envoyer à moi. Si vous avez des madame, questions à me poser, vous il pouvez. n'y a pas une barre où on peut communiquer normalement entre profs et Il étudiants. il y a normalement sur l'espace. Fluente. Moi, je savais pas. يلا عرفت دابا. Alors, allez-y, faites-moi, s'il vous plaît, un test. Envoyez-moi quelques messages pour voir si ça marche. D'accord? Ouais. Ah, D'accord. d'accord. Ça Donc marche. voilà, voilà, la déléguée, par exemple, la déléguée. Donc, vous m'envoyez votre message, vous vous présentez, vous m'envoyez un contact où je pourrais vous joindre si jamais il y a un souci technique. D'accord? Et Voilà. comme ça, ce sera un essai pour nous. Et par la suite, dès que Madame, il n'est quelqu'un pas aura. disponible pour le moment. Elle- On a juste les annonces des séances
Et la présentation Non, générale et non, vous les séquences. pouvez. Je pense que vous pouvez. Et faites-moi un test. Essayez de rentrer et faites-moi un test. Madame, je vais D'accord? essayer, je vais vous Voilà, répondre. on verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah. OK? Inch'Allah. D'accord. Merci. D'accord, merci, madame. Allez, au revoir. Merci, madame. Merci, Au revoir. madame. Madame,